Je fais de l'analyse des politiques publiques et je m'intéresse notamment plus précisément aux outils de gouvernement. Donc j'ai par exemple beaucoup travaillé sur les radars automatiques, j'ai beaucoup travaillé sur le permis à points. Et puis on a vu arriver cet objet un peu étrange qui est un panneau en métal qu'on installe au bord des routes à un moment où au contraire on est plutôt dans le développement de nouvelles technologies et l'usage de nouvelles technologies pour réguler la circulation. Donc il y a ce petit paradoxe-là qui est quand même assez étonnant, comment finalement un gouvernement décide d'abaisser finalement les limitations de vitesse et à partir de cet objet tout simple, essaie de réorienter la politique de sécurité routière. Et puis le deuxième constat, c'était un étonnement de la part des observateurs. J'ai notamment discuté avec certains des leaders des Gilets jaunes par exemple, qui se sont dit extrêmement surpris en fait par la mesure des 80 km/h, alors que les spécialistes de la sécurité routière avaient en tête que c'était une proposition qui était sur le bureau des premiers ministres depuis au moins 10 ans. Elle a été revendiquée, évidemment, par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Il faut bien avoir en tête qu'on est effectivement après l'élection présidentielle de 2017, qu'on est à un moment où le président Emmanuel Macron fait un discours en septembre 2017 devant les préfets en disant effectivement qu'il allait proposer un nouveau plan pour la sécurité routière. Et on a ensuite un tweet en décembre 2017 du Premier ministre où il se déclare favorable au passage de 90 à 80 km/h sur certaines routes, donc les routes bidirectionnelles sans séparation centrale. Et puis ensuite les choses s'enchaînent avec un CISR en janvier qui va mettre en place la mesure, et la mesure va effectivement être mise en place en juillet 2018. Donc au départ, on a une décision au plus haut sommet de l'État. C'est assez classique, c'était le cas pour les radars automatiques évidemment, sauf que ce n'est pas évidemment pris en charge, assumé par le président de la République. Ça, c'est pas anecdotique sous la Ve République en termes de soutien à une politique, mais par le Premier ministre. Donc on a une décision politique forte qui rompt avec aussi une tradition. Souvent, les comités interministériels de sécurité routière débouchent sur 20, 30 propositions. Là, on est sur une proposition simple, unique, extrêmement forte, portée au plus haut sommet de l'État. Mais je l'ai dit, ce qui est très intéressant, c'est que cette mesure, en fait, elle est sur le bureau des premiers ministres successifs depuis au moins le début des années 2010. Manuel Valls va effectivement s'engager lorsqu'il est ministre de l'Intérieur en 2012, à diviser par 2 le nombre des tués sur les routes de France. C'est le même pari qui avait été fait avant 2002, avant l'installation des radars automatiques, donc un engagement fort des différents premiers ministres. Et bien effectivement, on ne passe jamais à l'acte, et notamment on a des experts de la sécurité routière, du Conseil national de la sécurité routière, qui vont démissionner justement en 2014, dont Claude Gau, par exemple. Et puis les autres acteurs importants, évidemment, c'est l'expertise en sécurité routière, l'expertise internationale. Là aussi, depuis très longtemps, les travaux de Nilsson, qu'on va citer en référence et qui vont servir de base à la mesure et qui vont permettre de comprendre qu'on peut diminuer de 300 ou 400 tués sur les routes en une année, il date du début des années 80 et il porte en fait sur un travail qui a été mené sur un changement de circulation en Norvège. C'est-à-dire qu'on en est passé effectivement de la circulation à gauche ou de la circulation à droite à la fin des années 60. Évidemment, les conducteurs ont ralenti puisque leurs habitudes évidemment ont été perturbées. Et c'est à partir de cette étude que Nilsson a pu mettre en place le lien entre l'abaissement de la vitesse autorisée et l'abaissement du nombre de tués sur les routes. Et puis, vous avez toute une recherche internationale qui, pendant 20 ans, va essayer de
prouver, de montrer que le lien qui avait été fait par Nilsson est pertinent et peut se retrouver avec des variations en fonction des routes. Donc il y a aussi une littérature scientifique internationale extrêmement solide pour appuyer cette décision. Et puis la recherche en sécurité routière française, là aussi, depuis plus de 10 ans, puisque dès 2010, on a des rapports, notamment remis au Parlement, où les experts français, notamment ceux de l'INRES où je travaillais à l'époque, vont effectivement démontrer et expliquer que si on veut véritablement baisser le nombre de tués sur les routes, c'est la mesure à adopter. J'ai vu ça dans votre livre où vous parlez d'instrumentalisation. Est-ce que finalement les Gilets jaunes, ils n'ont pas été instrumentalisés par des groupuscules politiques? Je lis par exemple la page 68. La politisation de la sécurité routière se perçoit ainsi dans le fait que des acteurs et des groupes politiques, essentiellement situés à droite de l'échiquier politique, réinscrivent cette thématique à leur agenda. Il s'agit plus particulièrement des Républicains et du Rassemblement national. Oui, c'est-à-dire que le déploiement du 80 km/h, il va aussi s'accompagner d'une repolitisation de la politique de sécurité routière. Il y a effectivement une opposition qui existe, qui est présente dans les communes, la droite traditionnelle, UDI, républicain, et puis le Rassemblement national qui monte aussi en puissance. Cette opposition, elle peut se manifester essentiellement au Sénat, essentiellement dans les territoires, et donc finalement là aussi la grogne qui va se développer avec les Gilets jaunes contre le 80 km/h et contre d'autres mesures gouvernementales, en fait elle n'est pas spontanée, elle va être accompagnée par les partis politiques, et elle va aussi être accompagnée par un mouvement associatif qui, au cours de cette période, se transforme quand même de manière importante et se radicalise, avec un monde associatif qui va plutôt défendre l'initiative gouvernementale, même l'accompagner. La Ligue contre la violence routière fait partie, quelque part, de ce camp-là. Oui. Et puis de l'autre côté, vous avez des associations qui sont pour la liberté de rouler, en tout cas c'est la manière dont ils le présentent. Et alors en même temps, quand on voit le profil des victimes sur la route, c'est ce que vous dites, page 77, là j'étais surpris parce que c'est vrai qu'on en parle très très peu. Donc je vous lis, l'individu conducteur et l'individu accidenté sont socialement situés. On sait que les jeunes hommes, en particulier, qui sont les moins diplômés, issus des groupes sociaux les plus populaires, payent le plus lourd tribut à la sécurité routière. Voilà, ça on en parle très très peu, sur le fait que les catégories sociales les plus défavorisées, finalement, sont surreprésentées dans l'accidentalité routière. Oui, c'est une manière Alors on sait qu'il y a des inégalités sociales extrêmement fortes face aux dangers sur la route et face à la mort sur la route, à travers cette idée effectivement plutôt des hommes jeunes et plutôt des hommes jeunes non diplômés, parmi ceux qui causent des accidents et parmi ceux qui sont évidemment victimes des accidents. Donc ça c'est assez paradoxal puisque effectivement on a une montée de cette grogne en milieu périurbain, en milieu rural, avec effectivement un discours qui est autour de l'abandon des territoires, autour de l'idée effectivement de mettre davantage en danger la population qui vit dans l'espace périurbain et dans l'espace rural parce que la voiture est l'outil obligatoire pour trouver un travail, pour rejoindre son lieu d'activité. Or finalement, c'est les gens qui vont se mobiliser, ce sont effectivement les principales victimes de l'insécurité routière et donc quelque part ceux qui auraient pu ou pourraient bénéficier le plus de l'abaissement des vitesses de 90 à 80 km/h. Et ça aussi, ça permet de comprendre que en fait, le débat va se déporter sur d'autres questions que la sécurité routière très rapidement, puisqu'on va dénoncer une mesure prise à Paris qui va impacter les territoires ruraux ou périurbains, une sorte de mépris aussi de Paris à l'égard de la province, le non-respect par l'État du partage des compétences avec les départements, qui explique la mobilisation des grands élus des départements, qui explique la mobilisation des sénateurs,
alors que cette mesure, en termes de sécurité routière, est une mesure qui visait à protéger, en fait, finalement, les populations les plus fragiles dans l'usage de l'automobile. Est-ce que les jeux sont faits? Est-ce que c'est plié? Est-ce que c'est un combat qu'on a perdu? Finalement, la décision d'Édouard Philippe, c'est un recul par rapport à ses engagements et c'est surtout donner finalement satisfaction aux principales demandes qui étaient celles des présidents des conseils départementaux. Maintenant, nous sommes fin 2023, eh bien on sait qu'il y a 50 départements qui ont réintroduit le 90 km/h sur certaines des routes de leur département. Donc ce qui me fait moi dire que finalement les présidents des conseils départementaux, peut-être à la différence de leur prise de parole extrêmement radicale, extrêmement violente, extrêmement volontariste, en fait ont été très raisonnables dans le retour aux 90 km/h. Et quelque part, moi j'ai un petit peu le sentiment que cette décision, l'abaissement d'une partie des infrastructures routières à 80 km/h, eh bien, elle a réussi d'une certaine manière, puisque le retour à 90 km/h, il est évidemment tout à fait partiel. Le combat des associations qui s'opposent au retour aux 90 km/h n'a pas cessé. Il s'est peut-être transformé, notamment en allant devant les tribunaux pour contester un certain nombre de décisions. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le résultat n'est pas aussi... en tout cas, l'échec n'est pas aussi probant que certains acteurs l'annoncent ou que les médias, effectivement, peuvent parfois le dire. Et au niveau national, c'est la même chose. C'est à peu près 400 000 km de routes concernées et il y a 50 000 km qui ont été repassés à 90 km/h. Donc, on reste effectivement sur l'essentiel du réseau concerné à 80 km/h. Voilà, et puis donc il y a eu des recours devant les tribunaux administratifs qui ont été faits par la Ligue contre la violence routière. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu? Quasiment tous les départements qui décident de repasser à 90. Donc récemment ont été concernés le Cantal, le Calvados, la Nièvre, le Var. Et donc les recours en annulation ont été intentés. Et pour les départements dans lesquels les recours ont déjà abouti, il y a à peu près la moitié des recours qui ont été favorables à la Ligue. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est la diminution du nombre de victimes. Et dans le débat, le sujet est quasiment pas abordé. On est 80 pour 90, qui est-ce qui va gagner la bataille? Et c'est quoi le problème? Et pendant ce temps-là, les gens continuent à se tuer sur la route. Et d'ailleurs, les études de l'ONISR montrent commencent à montrer, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul, que le nombre de tués sur les routes à 90, en comparaison des routes qui sont restées à 80, est légèrement supérieur. Il n'est pas très significativement supérieur, mais il y a des gens qui sont inutilement tués par le retour à 90, et ça, il faut le savoir, il faut le faire savoir. La Ligue contre la violence routière, très récemment, donc, a accompagné, comme ça a été dit, la mesure du 80 km/h, parce qu'une des caractéristiques de notre mode d'action, c'est de nous appuyer sur des études et les réflexions des experts. Peut-être juste en termes de politique publique, juste rappeler sur le système complexe. Moi, j'aime bien montrer à mes étudiants un petit extrait d'un article qui porte sur une intervention dans une petite commune des États-Unis qui s'appelle Topeka, d'un représentant d'association locale à qui on pose la question: que faudrait-il faire pour améliorer la sécurité routière? On est en 1923, c'est au moment où il y a une première massification du recours à l'automobile aux États-Unis, et il met en évidence ce qu'on appelle le système des 3 E ou des 3 I, c'est-à-dire Enforcement, Engineering et Education. C'est-à-dire que dès 1923, on a perçu que pour améliorer la sécurité routière, il faut évidemment travailler sur l'éducation, sur la communication, il faut travailler sur les aspects techniques, donc les infrastructures routières, les véhicules, et puis il faut l'enforcement, c'est-à-dire la loi et son application. Donc en fait, la formule magique, en fait, on la connaît depuis très longtemps, depuis les débuts de l'automobile, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal en fait, à faire fonctionner cette vision un peu globale et systémique.